Rebonjour. Donc, comme on n'a pas pu, avec la capsule d'avant, continuer les 3 points que j'ai évoqués au début et que j'avais promis de traiter, donc je vais essayer de continuer avec le même élan pour achever le schéma que j'ai annoncé au début. C'est-à-dire j'ai parlé de 3 niveaux dans la présidentielle libanaise et qui sont très actuels, mais j'essaye de ne pas tomber dans l'événementiel, essayer d'avoir une perspective de lecture, une grille d'analyse de comment les choses se jouent. Il y a le dit, il y a ce qui se cache derrière le dit, il y a l'événement, mais il y a aussi ceux qui ont œuvré dans les coulisses pour en arriver là. Ça, c'est plus intéressant. Donc, voilà. Donc, on a parlé du niveau international, brièvement. Je sais que ça ne couvre pas toute la dimension internationale dans la conjoncture actuelle. Ce n'est qu'un point de réflexion là-dessus. J'ai parlé également de la conjoncture arabe, qui a aidé un pays comme la France à avoir l'initiative de se mêler de la présidentielle libanaise. Et ça, c'est à mon grand étonnement, je dois l'admettre, parce que mon analyse de la France en tant que grande puissance s'est révolue depuis longtemps. Là. Il n'y a plus d'empire français. Et même au niveau des gens qui ont gouverné, le dernier en date qui avait un peu de perspective, c'était Mitterrand. Et moi, je mesure à l'onde du général de Gaulle. C'est pas avec Sarkozy et Macron que je vais avoir l'heure juste sur ce que c'est la France. En bref, pour ceux qui s'y connaissent en matière de politique française, que ce soit interne ou externe, c'est étonnant de voir la France avec toutes les difficultés qu'elle a dedans, avec toutes les difficultés qu'elle a avec ses ex-colonies et avec les pays où elle essaye d'investir, avec les échecs qu'elle a eus, que ce soit son affaire avec l'Iran, que ce soit son affaire avec l'Australie où ils essayaient de vendre quelque chose, des sous-marins, etc. Bref, au niveau arabe, parce qu'il y a eu plusieurs échecs, le dernier en date, à mon avis, c'est le choix, c'est-à-dire la France qui vient donner des cours d'éthique et de morale à la classe politique libanaise. Je suis d'accord, moi, de donner des cours à cette classe politique, mais ce n'est pas à Macron de le faire, là. Il n'est pas mieux chez lui, là. Et il faut qu'un Libanais lui dise ça en face. C'est insolent. Il a plein de scandales sur le dos, là. Son ex, avant aussi, c'était Sarkozy. Il doit rendre de l'argent maintenant à Kadhafi, là. De quoi ils parlent, ces gens-là? Bref, mais c'est sûr que la France a une clientèle, historiquement, une élite qui a été formée et qui sont prêts à tolérer ou à espérer un rôle français. Si la France n'existait pas, il fallait pour ces Libanais l'inventer pour dire la mère patrie, etc. Bref, donc c'était étonnant de voir comment les Arabes ont marché. C'est pas parce qu'il a une persuasion très pertinente
Macron, c'est les intérêts. C'est comme j'ai dit, par exemple, l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe qui ont tout essayé pour récupérer la Syrie n'ont pas réussi avec tous leurs chèques. Ils ont réhabilité Bachar al-Assad en l'invitant au sommet arabe et en essayant de le vendre de nouveau là, comme une nouvelle camelote là, vendable. Et ça n'a pas marché à cause de lui. Eux, c'est pas la volonté qui manquait, ni l'argent. Ils ont beaucoup dépensé sur ça. Et tout d'un coup, arrive M. Erdogan comme une fleur, là, et qui ramasse la mise en Syrie en 2 semaines. Ça a acculé les pays du Golfe à aller voir ce qui se passe là. Puisque s'ils se considèrent ou s'ils espéraient un rôle de jouer le rôle d'un pôle sunnite dans la région, c'est le moment là, parce que la Turquie c'est un pôle sunnite là, c'est l'ex-empire ottoman. Et donc c'est là où ça a été mobilisé, les pays du Golfe ont été mobilisés dans un seul deal, à mon avis, conclu avec Biden. Je ne sais pas dans quelle mesure il y avait une coopération implicite entre Biden et Trump, ce qui m'étonnerait sur des choses pareilles, parce que ce n'est pas la même politique. On verra dans 2 semaines là. Et donc, ils ont mis le paquet, comme on dit, pour récupérer et la Syrie et le Liban. Parce que le Liban, comme j'ai dit, c'est pas vrai qu'une vacance de pouvoir et qui va l'attraper. Ça, c'est une illusion inventée par les intellectuels libanais. Et c'est ce que, à chaque fois, j'oublie pas de leur rappeler un peu ça. Je joue pas aux vieux expérimentés, mais au moins ce que j'ai enseigné pendant 40 ou 50 ans, c'est justement de faire la part des choses. Dans les 22 pays arabes, il y a des pays qui jouent le rôle de pôle historiquement pour tout un tas de raisons, historiques, économiques, politiques, militaires, tout ce que vous voulez, et des pays que j'ai appelés moi clients, ou des entités, qui ne correspondent pas à la définition d'un pays qui travaille chez les autres, c'est-à-dire n'ont pas de consistance par eux-mêmes. Si je veux faire de la politique, moi je suis à la Maison Blanche, je ne commence pas par Djibouti, par exemple, ou par Ras el Khaimah, alors qu'il y a un pays comme l'Égypte qui compte 110 millions, qui a fait plusieurs guerres avec Israël. Il y a la Syrie, qui est une pièce maîtresse. Il y a l'Irak. Ça, c'est les grands jeux, là. Et c'est des pays limitrophes de la Palestine. Donc, je fais la part des choses. Comme quoi, le Liban, dans cette mêlée, c'est une entité client. C'est-à-dire le pouvoir au Liban, et j'insiste là-dessus, n'a jamais été libanaise. Je suis prêt à discuter de 1000 bouquins sur ça, là. Depuis quand? Lorsqu'on voit que n'importe qui y a une tendance, sa mère lui a dit que ça te va d'être président et tout, il passe sa vie dans l'avion à visiter les capitales influentes qui, eux, ont un impact de lui donner une chance sur 1000 pour rêver d'une chose pareille. Et il vient nous raconter après que le président est un produit libanais qui se fait entre Kirki et Marab.
Et ils se fâchent si ce n'est pas Maronite qui a pris la décision d'aller au Qatar ou à l'Arabie Saoudite ou même chez Mitterrand ou chez Macron. Ils se fâchent, il faut que ça passe par eux, c'est-à-dire les Maronites. Ben, c'est révolu ça. Et même la France, là où ils vendent les Maronites d'habitude, elle les a lâchés depuis longtemps là. Elle faisait du business, ça fait 30 ans qu'elle fait du business avec l'Iran là. Et avant l'Iran, ils ont fait avec l'Irak. Ben, ils lisent des bouquins, les Français, ils savent. Le Liban a servi à un moment donné comme porte d'entrée. Et ça y est, ils ont leur institution, ils sont bien enracinés et tout. Mais l'intérêt du Liban n'est plus le même pour ces grandes puissances ou ces ex-grandes puissances. Ça, c'est, une fois qu'on a compris ça, on peut rentrer dans le débat sur, et ça les Libanais aiment beaucoup ça, qui va devenir, avant ils se posaient la question comme des devinettes, qui va devenir président, et maintenant on va désigner qui comme Premier ministre. C'est comme si c'est eux qui décident là. C'est un enjeu régional et international. On a dit que Macron a réussi la dernière fois, selon le rapport de force, à faire passer à la rigueur Miati comme Premier ministre. Mais ce n'est pas lui qui décidait de qui va être le président de la République. C'est lui qui va décider, mais à quoi joue alors Trump? Et c'est quoi la spécialité de Trump? Si Macron va désigner le président au Liban, va désigner qui va gouverner en Syrie, qui est la grande puissance de qui là? il, y a des nuances à faire. C'est une règle qui s'applique à tout le monde. Je donne un exemple, par exemple, lorsqu'il y a eu, après tant de guerres, le Liban a traversé une guerre civile, a traversé de 75 jusqu'à 90. 75 jusqu'à 70, jusqu'à 90, on a fini par faire ce qu'on appelle, on arrête la guerre, et on a fait le fameux accord de Taïf en Arabie Saoudite. Qui sont les acteurs sur le plan régional et international? Il y avait les Américains d'un côté, le régime Assad, qui avait la carte du Liban dans sa poche. Il a œuvré pour ça pendant une trentaine d'années avec la complicité des Maronites là, qui parlent actuellement de l'indépendance du Liban. Et il y avait l'Arabie Saoudite. Les autres, c'était des spectateurs. On ne demande pas quel était le rôle de l'Algérie dans tout ça, ou de Djibouti. Là. C'est eux qui ont fabriqué un président. Le rapport de force, à l'époque, a exigé que l'axe Amérique-Arabie Saoudite a choisi René Maouad comme président. C'est ce que j'appelle moi Taïf One. Hafiz Assad a fait le calcul que c'est un gars qui ne travaille pas chez lui, qui ne risque pas de travailler chez lui. Donc il a œuvré pour rien. S'il a essayé de jouer avec les cartes libanaises pendant X années, et il ne peut pas désigner le président, ça lui sert à quoi? Il l'a tué pour amener quelqu'un d'autre à sa place, qui est à sa mesure. Et c'est comme ça qu'il a désigné, après, Elias Haraoui, il a désigné Émile Lahoud, il a désigné Michel Sleiman, etc. Une série. Le dernier en date, c'était Michel Aoun. Déjà, les Syriens se sont été chassés du Liban. C'est Hezbollah et l'Iran qui ont pris la relève. C'est eux qui ont imposé
Michel Aoun, avec son gendre, parce que ça c'est la prime des Libanaises. Là. On leur a donné ça en cadeau. Et donc, le, le Hezbollah faisait la pluie et le beau temps. Ce n'est pas le Hezbollah en tant que tel, c'est l'Iran, pratiquement. Donc, et on a passé 2 ans et quelques à l'époque sans président. Hezbollah nous disait, ou bien vous allez élire Michel Aoun, ou bien il n'y a plus de présidence. Et nous, on a l'habitude d'être patients. On a attendu 1300 ans pour nous venger pour le Hussein. Il disait vrai, parce que si tu n'es pas d'accord, il faut aller acheter un Kalachnikov ou prendre la fuite quelque part. Et donc on a subi un président comme Michel Aoun et surtout son gendre. Ça donne une idée du rapport de force et du niveau politique au Liban. Donc, ici, on n'invente pas la poudre, c'est-à-dire avec la classe politique actuelle, les gens disent, bon, il faut balayer tout ça et mettre à leur place des gens qui n'ont pas déjà été corrompus ou qui n'ont pas été expérimentés. Mais qui désigne qui? Ça, c'est un discours d'intellectuel, malgré que je partage ça. Mais c'est oublié. Qui va nous désigner ça? C'est Macron, là, tu dois poser une question avant. Qui a mis sur place Joseph Aoun et dans quelles conditions et quel genre de pouvoir? Et tu comptes sur qui, toi, pour avoir une équipe claire et nette et transparente et qui va bâtir un état de droit à la Montesquieu? Ça, c'est un récit d'intellectuel, là. Parce que tous les régimes arabes qui sont passés par le Liban, ils ont la manie de choisir, je ne dirais pas le pire, parce que je ne vais pas insulter les gens, mais je termine avec une histoire là, qui est très significative. Lorsqu'on était petit, il y avait un genre de gadget, là, de jouet pour les petits-enfants. Un schtroumpf ou n'importe quoi là, et qui a un plomb en bas des fesses là. Comme tu le jettes n'importe comment et il est toujours debout. Ah. Voilà, donc il est toujours gagnant. Alors, il y a des spécialistes au Liban qui sont toujours gagnants, comme ce Schtroumpf. C'est-à-dire, il vient de l'Israélien, tu vois le même Schtroumpf qui est le copain de l'armée israélienne. Et il vient le Syrien, il est le copain des Syriens. Il est gagnant. Il vient le Turc, il est à l'avant-garde, etc. Comment ils font pour gagner tout le temps? J'ai mis longtemps à découvrir que c'est une affaire de plan qui fait en sorte qu'il y a des gens spécialistes de gagner et des gens qui sont spécialistes de perdre et de mourir. Merci.